Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler newsletter. Je vous avais promis un épisode par mois concernant la newsletter. Pour rappel, il y a déjà eu plusieurs épisodes à ce sujet. Dans le premier, je vous expliquais pourquoi il était important de mettre en place une newsletter quand on est un auteur. Dans le deuxième épisode, je vous ai expliqué comment mettre en place une newsletter. Ensuite, on a abordé le contenu de la newsletter, c'est-à-dire de quoi on parle dans sa newsletter, qu'est-ce qu'on envoie à ses abonnés, qu'est-ce qu'on envoie dans ses mails. Et cette semaine, on va parler de la forme. C'est-à-dire que on a mis en place une newsletter, ce qui est déjà très bien. On est régulier, on a trouvé sa fréquence, on a trouvé de quoi on va parler, c'est-à-dire qu'on a trouvé des sujets, des idées de thèmes. Maintenant, c'est en gros comment on présente la newsletter pour que d'une part, elle accroche l'abonné et qu'il ait envie de cliquer pour la lire, et d'autre part pour qu'il ait envie évidemment de lire le mail jusqu'au bout, et surtout que ce soit agréable à lire, que ce soit bien présenté. Étant donné qu'il a fait la démarche déjà de s'abonner, de cliquer, donc d'ouvrir le mail, il ne faudrait pas qu'au bout de quelques lignes, ou alors juste en l'ayant visualisé rapidement, il décide de quitter la page sans avoir lu le contenu de la newsletter, ce qui serait vraiment dommage. Donc j'ai choisi quelques conseils, vraiment les conseils les plus importants, les plus utiles, qu'on peut mettre en place rapidement pour vous aider à optimiser finalement vos newsletters. La première chose à savoir, et je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est que vous êtes libre quelque part de faire ce que vous voulez. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où on est obligé de se conformer à un nombre de mots, un nombre de caractères, où on doit plutôt mettre des photos ou des vidéos, où on a une taille à respecter. Dans la newsletter, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez vous contenter de texte, vous pouvez mettre en page comme vous voulez, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, de la longueur que vous voulez, bref, vous êtes libre. Attention, libre ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'on doit être dans l'excès, qu'on doit tout tester, qu'on doit en mettre partout. Il faut quand même que ce soit présenté et présentable pour que l'abonné s'y sente bien finalement, qu'il s'y retrouve facilement et que ce soit plus simple pour lui. Alors le premier conseil que je voulais vous donner, c'est simplement d'utiliser le prénom de l'abonné. On en avait déjà parlé, quand vous préparez un formulaire d'inscription, qu'importe la forme que vous choisissez, que ce soit un pop-up, que ce soit une top bar, etc. Vous demandez évidemment l'adresse mail, c'est la base, et vous pouvez évidemment demander le prénom. Moi je vous avais conseillé de demander le prénom et l'adresse mail, ce qui était largement suffisant. En fonction de vos formulaires, il y a certains formulaires où on ne peut pas ajouter le prénom, ça peut arriver, c'est pas très grave, tant pis, mais l'idéal c'est quand même d'avoir le prénom. Pourquoi ? Parce que ça permet de personnaliser les mails par la suite. C'est-à-dire qu'ensuite il y a des petites formules qu'on ajoute dans sa newsletter qui permettent de mettre directement le bon prénom. Nous, en gros, on met un code avec prénom, et pour chaque personne, la plateforme va aller récupérer le prénom de la personne et l'intégrer là où nous, on a mis notre petit code. Ce qui fait que les formules vont être personnalisées. Alors vous pouvez mettre le prénom dans le titre du mail, vous pouvez le mettre au début du mail en disant salut, hello, un tel, coucou, un tel, etc. Ou vous pouvez le mettre dans le corps du mail, c'est-à-dire à l'intérieur pendant que vous écrivez. Alors moi ce que je vais vous dire c'est totalement, mais alors totalement subjectif et personnel. Je n'aime pas quand il y a mon prénom dans le corps du mail ou dans le titre. C'est vraiment très personnel. Je trouve que ça fait faux en fait, et du coup ça me fait rien du tout. Qu'il y ait le prénom, ça me motive pas à cliquer, ça me donne pas envie de cliquer. Franchement, quand c'est dans le titre du mail, je vois pas trop l'intérêt, et quand c'est dans le corps du mail, pour moi ça sonne faux. Ça fait un peu faux cul. Bon, c'est que mon avis personnel, c'est pas pour ça que je vais pas lire le mail évidemment. Mais du coup, dans les mails que j'envoie à mes abonnés, je me contente de le mettre au début pour dire salut, coucou, etc. Donc il n'est qu'à cet endroit-là, et je ne l'ajoute nulle part ailleurs. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de le mettre dans le corps du mail pour marquer une phrase bien précise, parce que c'est vrai que ça interpelle l'abonné. Vous êtes en train d'écrire quelque chose et vous voulez vraiment qu'il s'arrête sur cette phrase-là pour lui dire « Regarde, là je m'adresse directement à toi », oui, vous pouvez ajouter le prénom. Ça fait partie des techniques de vente. Si vous avez envie de l'ajouter, vous pouvez évidemment le faire, et vous pouvez aussi le mettre dans le titre du mail. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez mettre le prénom, c'est même bien de mettre le prénom. Attention par contre de ne pas en abuser, on s'amuse pas à le mettre dans le titre, en début du mail et dans le corps du mail au moins 3 fois. Non, faut pas non plus déconner. On reste sobre, on le met 1 ou 2 fois, c'est largement suffisant. Mon deuxième conseil concerne le titre. Le titre, c'est très important, c'est un petit peu comme le titre d'un roman ou la couverture d'un roman, c'est-à-dire que c'est ce qui va accrocher l'abonné.
L'abonné, il a déjà fait la démarche de s'abonner. Ça veut pas dire qu'il va ouvrir tous les mails. On le sait, il y a un pourcentage de personnes qui n'ouvrent jamais les mails, pour diverses raisons. Soit parce que ça tombe dans les spams, soit parce qu'ils voulaient que le cadeau gratuit et finalement ça les intéresse pas plus que ça, soit parce qu'ils ne lisent pas tout le temps leurs mails, soit parce qu'ils ont trop d'abonnements et du coup ils passent sur certains abonnements, soit parce qu'il y a certains thèmes qui vont pas les intéresser, c'est-à-dire que quand ils vont voir les titres, ils vont dire ce mail-là je vais le lire ou ce mail-là je ne vais pas le lire parce que je sais que ça va pas m'intéresser. Donc c'est important d'avoir un titre accrocheur parce que c'est ce qui va mettre toutes les chances de votre côté, c'est ce qui va faire que l'abonné va cliquer ou non. Alors, la première chose, c'est que déjà, il faut qu'il soit court. Parce que s'il est trop long, il ne va pas s'afficher en intégralité, notamment parce que la plupart des personnes aujourd'hui regardent leur mail via leur téléphone. Et donc, du coup, tout est succinct, tout est plus court, tout est plus petit sur les téléphones, ce qui fait que le titre ne va pas s'afficher en entier. Donc, on met pas une longue phrase, ça ne sert à rien. Ensuite, pour accrocher, il faut rajouter un emoji. Donc, on peut le mettre au début, moi je le mets toujours avant le texte, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre à la fin. Le risque, si vous le mettez à la fin, c'est que si votre texte est un tout petit peu trop long, on ne verra pas l'emoji. L'avantage de l'emoji, c'est que c'est coloré, c'est une image, donc du coup, elle va interpeller. Parce que, allez dans votre boîte mail, regardez la liste de vos mails, et vous allez voir que dans la plupart des titres, il n'y a pas d'emoji. Ce qui fait qu'ils se ressemblent tous, il n'y en a aucun qui se démarque. Alors que si vous rajoutez une étoile, un sourire, un pouce en l'air, les mains liées, un soleil, un chien, enfin n'importe. Qu'importe l'emoji que vous ajoutez, ça va interpeller parce qu'il va y avoir de la couleur, il va y avoir un dessin, et donc du coup l'œil va être attiré par cet emoji. Évidemment, je vous conseille de mettre un emoji en lien avec votre univers ou le contenu de votre mail ou même le titre. On met pas n'importe quoi, mais dans tous les cas, c'est un plus parce qu'il va se démarquer, il va sortir du lot. Pour le titre en lui-même, je l'ai dit, il faut qu'il soit court et il ne faut pas qu'il soit trop générique. Par exemple, on évite newsletter de juin, newsletter du mois de juin, petit bilan de mon mois. On essaye de trouver des titres un petit peu plus accrocheurs sous forme de questions, ou alors on s'adresse directement à l'abonné, ou alors on met des mots qui vont l'interpeller, qui vont attiser sa curiosité. En revanche, on évite les termes spam, c'est-à-dire ceux qui vont faire en sorte que le gestionnaire des mails se disent « Ah là là, ça va pas, c'est probablement un spam ». C'est des termes comme gratuit, urgent, remboursement, etc. Je vous invite à aller chercher sur internet si vous voulez creuser un petit peu. Mais disons qu'il y a des termes qui vont peut-être pousser le gestionnaire à envoyer les mails dans les spams, ce qui est dommage. Donc du coup, on évite les termes spam. Et dernier conseil concernant le titre, alors c'est pas tout à fait le titre, mais ça va avec, c'est de soigner le pré-header. Le pré-header, en fait, c'est ce qui apparaît juste après le titre. Alors soit vous avez mis un sous-titre, soit il n'y a rien, et dans ce cas-là, c'est le début de votre mail qui va apparaître juste après le titre. Si vous regardez votre boîte mail, par exemple moi je suis sur Gmail, si vous regardez votre boîte mail, il y a le titre, et juste après, il y a soit le sous-titre, soit le début du mail, c'est-à-dire vos premiers mots. Par exemple, si vous avez écrit « Salut Audrey, on se retrouve pour la newsletter du mois de juin », c'est ça qui va apparaître. Et dans ces cas-là, on peut essayer de soigner aussi cette partie-là. C'est vrai qu'on commence tous nos mails, et moi la première, par des choses génériques, donc c'est salut avec le prénom et puis le début du mail. Mais c'est vrai que ça peut être plus intéressant de mettre une question ou de mettre un terme accrocheur, etc. pour se donner une chance supplémentaire, et si le titre n'a pas accroché, peut-être que le pré-header qui est juste après va attiser la curiosité, va donner envie de cliquer. Le troisième conseil, ça concerne l'expéditeur, donc c'est-à-dire vous. Il y a deux choses à faire. D'une part, c'est de faire en sorte que, quand la personne reçoit la newsletter, il y ait votre nom qui apparaît, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur. On évite les termes farfelus, on évite les combinaisons de chiffres et de lettres. On doit mettre son nom. En l'occurrence, si vous écrivez à vos lecteurs, vous mettez votre nom de plume, parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est vous. Déjà, c'est bien pour les spams, parce que du coup, c'est un vrai nom. Qu'importe si c'est votre nom de plume et pas votre nom de naissance. Mais déjà, pour les spams, ça marche mieux, parce que quand il y a des lettres, des chiffres, des choses comme ça, il y a une petite alerte qui se déclenche chez les gestionnaires de la base email. Et puis parce que, du coup, le lecteur saura que c'est vous. Et s'il aime vos livres, s'il aime votre univers, s'il s'est abonné, il va dire « Ah tiens, j'ai reçu un mail de cet auteur-là, donc je vais aller le lire ». Alors que s'il ne sait pas que c'est vous parce qu'il n'a pas compris, parce que c'est pas votre nom qui apparaît, ou parce qu'il n'y a que votre prénom, méfiez-vous, si vous ne mettez que votre prénom, c'est trop vague. Imaginez bien que vous n'êtes pas la seule newsletter auquel le lecteur est abonné. Donc, il peut aussi avoir des newsletters dans plein de domaines différents, il n'y a pas que de la lecture, il n'y aura pas que des auteurs. Donc si vous ne mettez que votre prénom, ça va peut-être pas l'interpeller, il va pas se dire « Ah tiens, c'est l'auteur que j'ai envie de suivre »,
il va se dire que c'est une newsletter parmi les autres, donc idéalement on met son prénom et son nom. En tout cas on met son nom de plume complet. Si jamais votre nom de plume n'est composé que d'un mot, par exemple que d'un prénom, dans ce cas-là, ajoutez un autre terme comme écrivain, auteur ou quelque chose comme ça, en tout cas un mot qui va interpeller, qui va dire « Ah tiens, c'est un auteur ». Et ensuite, il faut savoir que quand on reçoit le mail, il y a une petite image à côté, c'est un peu le logo. Donc à cet endroit-là, il faut mettre quelque chose, il faut mettre une photo. Alors soit vous mettez un logo, par exemple moi pour Rêve d'auteur, c'est le logo de Rêve d'auteur. Vous pouvez aussi mettre votre logo en tant qu'auteur, si vous avez un logo avec votre nom de plume, etc. Soit vous mettez votre photo. Moi j'ai un logo pour Rêve d'auteur et pour mon compte auteur. Malgré tout, pour la newsletter, pour mes lecteurs, j'ai mis ma photo parce que c'est exactement la même que celle qu'il y a sur mes réseaux sociaux. Comme ça il y a une espèce d'uniformité, d'unité, on sait que c'est moi. Par contre pour Rêve d'auteur, j'ai mis le logo. Là aussi, j'ai mis le logo partout, donc c'est plus simple. Et au moins on distingue bien la newsletter de Rêve d'auteur de ma newsletter d'auteur. Normalement c'est plus accrocheur de mettre une photo, mais c'est vrai que j'avais pas envie de mettre une photo sur les deux parce que je me suis dit qu'on allait les confondre et c'était pas forcément folichon, c'est pas ce que je voulais. Du coup tant pis si ça accroche un petit peu moins, j'ai préféré mettre le logo de Rêve d'auteur. Maintenant qu'on a vu tout ce qui concerne la présentation quand on reçoit le mail, on va vraiment entrer dans le mail, c'est-à-dire que là l'abonné il a été accroché, il a vu votre nom, il a été accroché par le titre, etc. Il a cliqué. Alors maintenant qu'est-ce qu'on trouve dans le corps du mail ? La première chose, c'est la présentation. Il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit agréable. Sans lire le contenu déjà, rien qu'en regardant comme ça, si je fais défiler le mail, il faut que ce soit agréable et organisé. Il faut qu'il y ait des sous-titres, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut qu'il y ait des parties en gras ou soulignées. En clair, il faut qu'il y ait des termes qui accrochent l'œil tout de suite, par exemple les sous-titres, des phrases clés que vous allez mettre peut-être en gras et en couleur où vous allez centrer, des questions que vous allez mettre au milieu pour qu'on les repère. Il faut que tout de suite il y ait des éléments qui sortent du lot. Parce que dites-vous bien qu'il y a des personnes qui ne vont pas lire le mail en entier. Donc il faut que le plus important attire l'œil immédiatement. Pour que l'abonné puisse au moins, s'il lit en diagonale, s'attarder sur ces choses-là, sur ces éléments-là les plus importants de votre mail. Et ensuite parce que c'est plus agréable. S'il y a des couleurs, si c'est organisé, s'il y a des choses qui sont alignées, s'il y a des choses qui sont centrées, s'il y a des choses qui sont soulignées, ça va attirer l'œil mais ça va être plus agréable à lire parce que tout de suite on va s'y repérer. C'est comme dans un article ou dans un livre, si on a un énorme pavé illisible, on n'aura pas envie de le lire. Alors que là, s'il y a des couleurs, si c'est organisé, etc., on aura envie de le lire. Ce sera agréable, ne serait-ce qu'en regardant le mail. Donc le 5e conseil rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on fait attention à la longueur. Déjà, on évite un long pavé, avec uniquement du texte, sans saut de ligne, sans sous-titres, sans couleur, c'est-à-dire le gros bloc qu'on a copié-collé ou qu'on a écrit d'une traite, parce qu'on n'aura pas envie de le lire. Je reçois parfois des newsletters où c'est aéré, c'est-à-dire que on va à la ligne régulièrement, mais c'est pareil, c'est que du texte. C'est tout écrit en noir, y a rien qui est en gras, y a rien qui sort du lot, y a pas de sous-titres, y a rien. C'est juste un texte écrit. Et personnellement, ça m'attire pas, je vous l'ai déjà dit, je pense plusieurs fois, mais je suis très visuelle, moi. Donc s'il y a pas de couleur, s'il y a pas de sous-titres, s'il y a pas d'image, je vais pas avoir envie de lire. Et je suis pas la seule, évidemment, ce qui fait que on évite déjà de ne mettre que du texte, et surtout on évite de mettre un gros pavé qui n'est pas aéré, qui n'a pas de saut de ligne, qui n'a pas de sous-titres ou rien. Si on veut pas mettre de couleur ou autre, d'accord, mais au moins on fait en sorte que ce soit un minimum attractif. Et faites attention, ne faites pas trop long non plus. Il vaut mieux court que long. C'est-à-dire que quand c'est trop long, les gens vont pas aller au bout. Ou alors ils vont survoler, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont lire en diagonale. Il faut savoir que notre attention est happée par plein de choses. On n'a pas le temps, ou on prend pas le temps tout du moins. Du coup, si le mail est très très long, la personne ne va pas avoir envie de lire. Alors si vous en envoyez un par mois, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, faites en sorte que ce soit quand même attractif, qu'il y ait plein de petites parties, que les phrases soient quand même courtes, soient percutantes. Mais n'envoyez pas un très long mail tout en noir qui va gonfler votre abonné. Dans le 6e conseil, on reste sur la présentation. La première chose, c'est que si vous ne savez pas comment présenter vos mails, sachez que sur la plupart des plateformes, il y a des templates, c'est-à-dire des modèles que vous pouvez prendre et ensuite modifier à votre sauce en ajoutant des images, des couleurs, etc. Mais disons qu'ils sont préformatés pour vous aider. Alors personnellement, moi je ne les utilise pas, j'ai toujours fait à ma sauce comme je le souhaitais, mais c'est vrai que quand on sait pas trop comment faire, comment commencer, etc., dans ce cas-là, on peut prendre un template, c'est déjà un modèle en fait qui est tout fait, on n'a plus qu'à remplir en quelque sorte les cases, et vous pouvez évidemment le modifier, c'est-à-dire enlever des parties, en rajouter, etc.
mais ça peut vous aider à débuter. Le deuxième conseil sur le format et le modèle, c'est qu'il faut, dans l'idéal, utiliser le même format à chaque fois. Alors ça veut pas dire que tous vos mails doivent être absolument identiques, mais si vous mettez par exemple un sommaire au début, essayez de le mettre à chaque fois. Si vous avez une image à la fin, mettez-la à chaque fois. Si vous faites plusieurs parties, imaginons chaque mois vous envoyez un mail, vous faites d'abord le bilan de votre mois et ensuite vos objectifs, faites-le toujours dans cet ordre-là. Il y a des habitudes, il y a des repères. Les gens aiment bien être dans cette espèce de zone de confort et dans ces habitudes, c'est-à-dire que ils savent à quoi s'attendre. Parce que ils vont tout de suite repérer les informations qui les intéressent, ils vont savoir où regarder, comment c'est présenté, ils vont s'y retrouver. Imaginons, vous avez le code pour accéder à votre bibliothèque privée, moi c'est ce que je fais, il est toujours en bas de mon mail, et puis là vous avez décidé que dans le mail de lundi, il sera en haut, et puis dans le mail de la semaine suivante, vous l'avez mis au milieu, puis dans le mail de la semaine d'après, il est tout en bas, et si la personne en a besoin, d'un coup on va se dire, mince, il est où, je vais devoir le chercher, etc. Donc on évite de tout déplacer tout le temps, ça veut pas dire que tous vos mails doivent se ressembler absolument, mais s'il y a des informations clés, laissez-les toujours au même endroit pour que ce soit plus simple pour votre abonné. Toujours dans cette idée de présentation, on fait en sorte que tout soit lisible. Donc on fait attention aux polices utilisées, on fait attention à la taille des polices. Si vous avez des titres, vous pouvez les mettre en plus gros. On peut utiliser du gras, on peut souligner, on peut centrer. Il faut que ce soit bien présenté, mais il faut que ce soit propre, bien fait. On n'écrit pas en tout petit parce que sinon c'est illisible. On n'écrit pas non plus trop gros parce que ça va prendre trop de place sur le téléphone. Bref, on fait bien attention. Et d'ailleurs, en parlant du téléphone, on teste aussi le mode responsive, c'est-à-dire l'affichage sur tablette. Alors sur tablette en général, il n'y a pas trop de soucis, mais sur téléphone, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une majorité de personnes aujourd'hui qui lisent les mails sur le téléphone, donc il faut tester l'affichage sur téléphone. À quoi ça va ressembler? Est-ce que les images vont bien sortir? Est-ce que le texte va être trop gros ou trop petit? Est-ce que tout va être bien au milieu? Est-ce que ça va déborder? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être illisibles? On doit tester, c'est comme pour les pages qui s'affichent sur son site internet, on teste les différents formats. Dernier conseil sur ce point, c'est qu'on évite les arrière-plans. Alors si vous voulez mettre une couleur, oui, ou des couleurs différentes, par exemple pour le pied de page, vous voulez mettre une couleur de fond, ou pour l'entête, etc., d'accord? Mais évitez les images en fond, en arrière-plan. Ne mettez pas plein d'images de choses comme ça parce que il faut que l'abonné soit attiré par le contenu de votre newsletter, parce que vous avez écrit. Donc s'il y a un arrière-plan, ça va le perturber. Ça va diminuer sa concentration, son œil va être attiré par autre chose. Donc il faut rester sobre et ne pas trop en faire. Tout à l'heure, je vous parlais du contenu du mail avec un texte, quand on laisse un texte sans image ou quand on met un gros pavé. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est évidemment de ne pas écrire de mail avec uniquement du texte. Sauf cas particulier. Imaginons vous voulez faire un rappel parce qu'il y a une promotion qui se termine ou quelque chose comme ça, vous pouvez envoyer juste un texte, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que toutes vos newsletters soient comme ça. C'est mon avis personnel, mais c'est aussi un avis en termes de marketing, parce que les images attirent l'œil. Les couleurs attirent l'œil. Il faut créer de l'émotion. Et les deux façons de créer de l'émotion, ce sont les images et les couleurs. En fonction des couleurs que vous allez choisir et en fonction des images que vous allez choisir, vous allez transmettre des émotions, des informations différentes. D'autre part, les images aident à aérer le texte, à faire des pauses, à attirer l'œil aussi. Visuellement, c'est plus joli, c'est plus agréable. Vous pouvez même rajouter plutôt des gifs ou des petites vidéos, vous n'êtes pas obligé de laisser que des images. C'est même plus sympa et plus vivant. Faites quand même attention, ce qui est intéressant pour les couleurs, c'est de garder les couleurs de son branding, c'est-à-dire les couleurs que vous utilisez sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Ici aussi, on essaye d'uniformiser pour que les couleurs soient identiques, on utilise les mêmes couleurs pour que le lecteur sache que c'est vous, pour qu'il s'y retrouve, pour qu'il ne soit pas dépaysé, ça va s'ancrer dans son esprit, il va se dire ces couleurs-là, ou ces polices-là, ou ce type d'image-là, c'est cet auteur-là. Le 8e conseil, ça concerne le call to action, c'est-à-dire inviter les gens à faire quelque chose. Donc en général, on le retrouve à la fin du mail, c'est-à-dire qu'on invite les gens à aller par exemple découvrir notre nouveau livre, à acheter le livre, à remplir un formulaire, à répondre à un sondage, à aller lire un article, qu'importe ce que vous leur proposez en fonction du contenu du mail. Donc en général, à la fin du mail, c'est un peu comme à la fin d'un texte sous une publication sur les réseaux sociaux, on a un call to action, c'est-à-dire qu'on invite les gens à faire quelque chose, à cliquer sur un bouton, on appelle ça un bouton. Donc ça, il faut le faire évidemment. Si jamais il n'y a rien de spécial par rapport au contenu de votre mail, vous pouvez rappeler par exemple que votre dernier roman est sorti ou qu'il y a toujours une promo en cours.
ou les inviter à aller voir votre site internet. Bref, essayez quand même de rajouter un bouton. S'il y en a pas à chaque fois, c'est pas non plus la fin du monde, faut pas non plus se casser la tête, mais si vous pouvez le faire, c'est mieux. Le but étant, en tant qu'auteur, d'envoyer sur votre site internet ou sur vos livres, par exemple sur votre page Amazon, pour inviter les gens à découvrir votre univers ou à acheter vos romans. Je vous conseille aussi de déplacer ce bouton et de ne pas le mettre qu'à la fin, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin du mail et qui ne lisent pas jusqu'au bout. Donc c'est pas mal d'avoir un bouton placé plus haut aussi, soit en début, soit en milieu de mail. Alors au milieu c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'au début ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est peut-être pas l'idéal au niveau placement. Mais au milieu, pourquoi pas faire une pause. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gros bouton coloré, vous pouvez mettre juste un texte sur lequel on peut cliquer, vous pouvez mettre une image sur laquelle on peut cliquer. Mais l'idée c'est quand même que le lien soit placé à différents endroits pour qu'il y ait plus de chance. Plus le lien est présent et plus vous avez de chances que la personne clique. Faites-le habilement, sous des formats différents, pourquoi pas, mais n'hésitez pas à le mettre ailleurs et pas seulement à la fin du mail. Mon dernier conseil, c'est de laisser en permanence certaines informations dans toutes vos newsletters. L'avantage, c'est que si vous utilisez un modèle, vous n'avez qu'à réutiliser le même modèle chaque semaine ou chaque mois en fonction de quand vous envoyez vos mails. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des éléments qui sont en permanence dans mes mails. C'est-à-dire que déjà, j'ai une image d'en-tête avec mon nom, mon logo en haut du mail. Et en bas du mail, vous pouvez mettre des informations, c'est-à-dire par exemple les réseaux sociaux, donc vous pouvez mettre les icônes, c'est-à-dire les petits logos des réseaux sociaux pour que les gens n'aient plus qu'à cliquer s'ils veulent basculer et vous suivre sur Insta, Facebook, etc. Vous pouvez mettre votre logo si vous ne l'avez pas mis ailleurs. Vous pouvez mettre un lien vers vos livres. Vous pouvez mettre un lien vers votre site internet. Vous pouvez mettre le mot de passe pour l'accès à votre bibliothèque privée. Vous pouvez mettre un lien vers votre dernier contenu. Par exemple, moi, à chaque fois qu'il y a un épisode de podcast, le dernier épisode est toujours à la fin du mail. Donc voilà, ça dépend ce que vous proposez comme contenu. Mais n'hésitez pas à avoir des éléments qui restent là en permanence. Et en l'occurrence, des éléments utiles que vous actualisez, évidemment, si ça change, mais qui sont là tout le temps. On n'oublie pas de laisser le petit lien pour pouvoir se désinscrire, c'est obligatoire avec le RGPD. Normalement, c'est tout en bas du mail, et en fonction des plateformes, ça se met même automatiquement. Mais ça, c'est obligatoire, donc on laisse bien le lien pour se désinscrire à la fin du mail. Voilà pour les conseils principaux, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, évidemment, mais là, j'ai vraiment choisi les points clés, les points les plus importants, ceux qui peuvent faire la différence. Si vous voulez creuser, vous pouvez aller chercher sur internet, il y a plein de conseils. Mais disons que ces éléments-là, c'est la base, c'est ce qui va vous permettre déjà de booster, d'optimiser votre newsletter pour faire en sorte que, d'une part, les gens cliquent, et d'autre part, qu'ils lisent le contenu de vos mails, voire qu'ils les lisent jusqu'à la fin, et même qu'ils cliquent à l'intérieur de votre mail pour aller encore plus loin. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les newsletters qui marchent le mieux. Sur la plupart des plateformes, vous avez des statistiques, vous avez le taux de clic, le taux d'ouverture, donc n'hésitez pas à regarder si ça a marché avec tel titre, s'il y a du clic, est-ce que les gens ont cliqué sur vos boutons, sur vos liens, sur ce que vous avez intégré, est-ce que ça les a intéressés. Donc avec tous ces éléments-là, vous avez déjà des points de départ pour optimiser votre newsletter et pour faire en sorte que les gens cliquent, que les gens les lisent. Parce que c'est assez frustrant d'avoir des personnes qui s'abonnent et après vous allez voir dans vos stats que ces personnes-là n'ouvrent pas vos mails. Donc c'est dommage. Le but étant de faire en sorte qu'ils cliquent, de faire en sorte qu'ils aient envie de lire vos mails et qu'ils soient là au rendez-vous à chaque fois. J'espère que ces quelques conseils vous aideront. N'hésitez pas à aller sur le site internet rêvedauteur.fr pour avoir plus d'informations, pour vous abonner à la newsletter de Rêve d'Auteur, puisque je vous donne des conseils chaque lundi, des astuces, des bons plans, des conseils mindset, des conseils auto-édition, des conseils écriture, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!